Ce programme vous est offert par Illico Cash. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a annoncé ce mercredi à Davos la création de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde, le couloir vert Kivu-Kinshasa, une réponse à la crise climatique qui pourra sauvegarder l'avenir du bassin du Congo. Les participants au Forum économique mondial ont salué cet engagement de la République démocratique du Congo. Les tribunaux de grande instance de Bukavu, siégeant en audience foraine, a acquitté 10 ressortissants chinois qui comparaissaient pour 5 griefs, notamment la complicité d'exploitation illicite des substances minérales. Le verdict a été rendu tard dans la soirée de ce mardi 21 janvier 2025. Les États-Unis ne reconnaîtront que 2 genres, le masculin et le féminin. Une position de Donald Trump ferme dès les premières minutes de son retour à la Maison-Blanche pour mettre fin à toutes les déviances qui montaient en force dans les enseignements et pratiques en Amérique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a participé aux travaux du panel ayant pour thème « Le dernier poumon de la Terre ». Annonçant la création du couloir vert Kivu-Kinshasa, le chef de l'État a révélé qu'en réponse à la crise climatique croissante et à la déforestation massive qui touche les grandes forêts du monde, cette alternative sauvegarda l'avenir du bassin du Congo. Une annonce saluée par plusieurs participants tels que le fondateur du Forum économique mondial ou encore l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry. Le président Félix Tshisekedi participe actuellement à la 55e édition du Forum économique mondial à Davos en Suisse, qui se tient du 20 au 24 janvier 2024. Cette rencontre internationale, placée sous le thème « Collaborer à l'heure de l'intelligence », rassemble des dirigeants du monde entier pour discuter des grands enjeux globaux, notamment les avancées technologiques et la coopération mondiale. Prenant parole ce mercredi, le chef de l'État congolais a profité de cette occasion pour promouvoir des projets ambitieux, notamment dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité en RDC, des matières dans lesquelles la RDC se veut un exemple, tel que l'a déclaré le président Tshisekedi. La République démocratique du Congo est en marche pour devenir un modèle mondial, prouvant que prospérité économique et protection environnementale peuvent s'allier de manière logique et mutuellement bénéfique. En priorisant des pratiques durables, nous traçons une voie qui peut inspirer d'autres nations, démontrant que la conservation est un moteur essentiel de développement robuste et stable. Ensemble, gouvernements, organisations et acteurs privés, nous avons l'opportunité unique de bâtir de manière pragmatique un avenir où la République démocratique du Congo, en tant que gardienne de ses forêts, incarne un phare d'espoir et d'innovation pour le monde entier. En marge du forum, le président Tshisekedi a multiplié les rencontres bilatérales avec d'autres dirigeants, notamment le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le président israélien Isaac Herzog. Ces discussions visent à renforcer le partenariat et à trouver des solutions aux défis sécuritaires dans l'est de la RDC, une présence remarquée qui positionne la RDC au cœur des débats internationaux. Pendant ce temps au pays, la situation a été confuse ce mercredi dans la ville de Goma, précisément au quartier Lac-Vert et Mugunga, qui ont enregistré des milliers de déplacés qui fuient les combats et l'avancée inquiétante des terroristes soutenus par le Rwanda. Ils viennent principalement des localités de Kitembo, en territoire de Kalehe, au sud Kivu, et de Nzulo, au nord Kivu. D'autres déplacés qui étaient à l'ouest de Goma ont jugé bon de descendre au centre-ville pour des raisons sécuritaires. Je vous propose de suivre le témoignage de Ismaël Matungulu, journaliste déplacé de guerre qui était ce mercredi dans la cité de Sake. En tout cas, la situation sécuritaire pendant cette semaine reste toujours confuse, sur toutes les lignes de front, notamment dans les groupements de Kamukunja, Sake, Bweremana, également dans la province de Sud Kivu, précisément à Minova, voire également aussi dans les différents sites de déplacés. En tout cas, la situation sécuritaire n'est pas bonne. C'est depuis la nuit
du mardi à ce mercredi que nous avons enregistré encore plusieurs déplacés en provenance du site d'Nzulu, également quelques déplacés du site de Boulengo commencent à quitter leur site pour se diriger vers la ville de Goma, là où il y a un peu la sécurité. Car ce matin également, nous venons d'enregistrer plusieurs déplacés massifs en provenance du site de Nzulo vers ici dans les sites de Lushagala, suite aux détonations des armes lourdes installées dans ces sites de Nzulo, également aux détonations de quelques bombes larguées par les rebelles du MV3 au niveau de la colline Sud-Plomba, le village de Kitembo, dans les groupements de Bouzi, province du Sud Kivu. C'est à plus ou moins 200 mètres du site d'Nzulo. Et par mesure de précaution, à dater de ce 22 janvier, plus question des circulations des petites embarcations le jour, tout comme la nuit sur le lac Kivu, afin d'éviter toute infiltration des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Et c'est là jusqu'à nouvel ordre, annonce le communiqué de presse du gouverneur militaire, le général-major Peter Sirimwani, lu par son porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume. Il est porté à la connaissance de l'opinion publique du Nord Kivu que suite à la situation sécuritaire qui prévaut aux environs de la ville de Goma, causée par l'agression rwandaise sous le label du M23-AFC, notamment à son ouverture au lac Kivu, il est formellement interdit la navigation diurne et nocturne des petites embarcations appelées pirogues sur le lac Kivu entre les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu jusqu'à nouvel ordre. Sur ce, les services spécialisés sont instruits de veiller sur l'application de cette mesure. Les contrevenants subiront la rigueur de la loi. Faite à Goma, le 22 janvier 2025, le gouverneur de province ad intérim, Chirimwa Minkuba Peter, général-major. Parmi les pistes de solutions envisagées, la prière. Initiative de Constant Moutamba, le ministre de la Justice a poursuivi sa série d'audiences avec les responsables des confessions religieuses. Le garde des Sceaux a reçu tour à tour ce mardi les représentants des églises de réveil et le prophète Dodo Kamba, évêque général honoraire de cette confession religieuse. Pour leur compte, les représentants des églises de réveil, par l'entremise de l'archevêque Ejiba, ont adhéré à l'initiative du garde des Sceaux consistant à prier en faveur de la restauration de la paix dans la partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Il a parlé de la prière à laquelle il veut vraiment que toutes les églises soient associées. Pourquoi la prière? C'est en faveur des FARDC et des Wazalendo à l'Est de la République. En cela, deux dates de bien retenues. Donc pour les 9, dans les différentes églises, les gens vont prier, adresser des requêtes à Dieu pour les forces armées de la République. À côté de cela, on doit aussi, en signe d'appui matériel à nos forces armées, apporter une collecte venant de chaque confession religieuse. Plus tard dans la soirée, le prophète Dodo Kamba a aussi manifesté son soutien à la pensée du patron de la justice, Constant Moutamba. Notre foi nous demande de croire à la prière, et c'est ce que nous faisons, mais ça ne s'arrête pas seulement à la prière, il faut des actes qui soient engagés pour pouvoir bien faire des choses. C'est-à-dire ça, ils n'ont pas tort de dire que la prière ne suffit pas. Ces rencontres entre le ministre de la Justice et les responsables de confessions religieuses est une manifestation de l'élan patriotique exprimé en faveur de FARDC et de Wazalendo.
Le tribunal de grande instance de Bukavu, siégeant en audience foraine, a acquitté 10 ressortissants chinois qui comparaissaient pour 5 griefs, notamment la complicité d'exploitation illicite des substances minérales. Le verdict a été rendu tard dans la soirée de ce mardi 21 janvier 2025. Dans son réquisitoire, le ministère public, représenté par l'avocat général Aimé Memedo, avait requis une peine de 10 ans de servitude pénale principale. Comment venir en aide à la Croix-Rouge RDC par le gouvernement congolais? La question a été au menu des échanges entre la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, et une délégation de cette institution humanitaire. Bien avant, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique a été reçue par la ministre pour échanger sur les questions majeures liées aux affaires sociales. C'est une journée chargée pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, qui a tour à tour reçu la délégation de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Lucy Tamlane, venue apporter le soutien des USA à la RDC à travers le programme de l'UNICEF, le PAM, l'EMS. Au cours des échanges, la ministre des Affaires sociales a présenté ces domaines d'action prioritaires en faveur des orphelins de guerre, les femmes, notamment les veuves militaires, les filles mères et victimes des violences, les déplacés internes. Après entretien, les deux parties ont promis de raffermir leur collaboration. Nathalie Aziza Mounana a encore accordé une audience à la délégation de la Croix-Rouge RDC, venue présenter à la ministre des besoins humanitaires de l'institution pour cette nouvelle année et voir dans quelle mesure le gouvernement peut les accompagner. Le ministère des Affaires sociales fait partie de 7 ministères membres de la Croix-Rouge. Nous sommes venus voir son Excellence Madame la ministre des Affaires sociales. C'est pour parler de la Croix-Rouge et des liens que nous avons avec le ministère des Affaires sociales. Parce que vous savez bien que les activités que nous menons dans le pays, le premier, c'est les actions vont tout droit aux vulnérables. Au cours de ces entretiens, la délégation a remis à la ministre des Actions humanitaires un document présentant la Croix-Rouge RDC, les statistiques des activités de 2024. L'occasion pour l'institution d'exprimer ses attentes pour 2025. Nathalie Aziza Mounana est la première ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale à se rendre au siège de la Croix-Rouge RDC en novembre 2024 et apporter tout son soutien et recevoir cette institution humanitaire en 2025 pour la continuité du partenariat. Ceci traduit en effet l'accompagnement de son ministère aux actions de la Croix-Rouge RDC et Croix-Rouge internationale. Clôture de la 46e édition foraine de la Foire internationale du Congo-Kinshasa. À en croire les organisateurs, les objectifs de cette édition ont été atteints tout en annonçant que la 47e édition sera lancée le 2 juillet 2025. Pendant un mois, la promotion des produits congolais et services avec l'exposition vente, des conférences débats et des activités culturelles ont été au rendez-vous à la 46e édition foraine de la Foire internationale du Congo-Kinshasa qui a tiré ses rideaux le lundi 20 janvier 2025 en présence des mandataires des entreprises et services publics mais aussi des responsables des sociétés privées. Procédant à la clôture officielle de cette édition foraine organisée sous le thème Foire de la promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie nationale, le secrétaire général au commerce extérieur Jules Mwilumbo a, au nom du ministre du commerce extérieur Julien Paluku Kaongia, salué la grande mobilisation des sociétés congolaises et étrangères, mais également des tenanciers des restaurants, bars et terrasses, car la foire constitue le pilier de la promotion des produits et des services. À cette occasion, Jules Mwilumbo a réitéré la ferme détermination du ministre du Commerce extérieur qui consiste à réguler toutes les activités foraines à travers le pays et à moderniser la FICIN en 36 mois, car sous peu, les travaux seront lancés par l'entreprise Milvest. De son côté, Didier Kabampele, directeur général de la FICIN, a jeté des fleurs au chef de l'État Félix Tshisekedi et au ministre du Commerce extérieur ainsi qu'aux différentes entreprises car les objectifs de cette 46e édition foraine ont été atteints et ce, tout en annonçant la 47e édition qui sera lancée le 2 juillet 2025.
Dakar. Nous pouvons affirmer, au regard des résultats atteints, que cette 46e édition foraine 2024 a atteint ses objectifs. Signalons que les activités foraines seront organisées à travers les provinces au cours de cette année 2025. Aucun bras de fer n'oppose l'équipe dirigeante de l'Office national de la pêche et aquaculture à sa tutelle, qui est le ministère de la pêche et de l'élevage. Les mandataires de ONPA l'ont souligné mardi à l'issue de la séance de travail qu'ils ont eue avec le ministre Jean-Pierre Tshimanga-Bwana autour de l'opérationnalisation de cet établissement public. En présence de Jean-Pierre Issotila, conseiller du chef de l'État au Collège de planification, agriculture, pêche et élevage, cette réunion présidée par les ministres de pêche et élevage Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, en face des dirigeants de l'Office national de pêche et aquaculture, ONPA, était centrée sur l'opérationnalisation de cet établissement public. Il était question pour le ministre Jean-Pierre Tshimanga-Bwana de passer en revue quelques malentendus qui s'installent au sein de l'Office et la tutelle et remettre de l'ordre entre les dirigeants de l'ONPA afin de permettre à ces derniers de mieux exercer leurs fonctions, car Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a mis le secteur de la pêche au cœur du développement de notre pays. Un moment propice pour Henriette Ouamou, PCA de ONPA, de taire les rumeurs relayées par la presse sur un prétendu bras de fer qui opposerait l'équipe dirigeante et le ministre Jean-Pierre Tshimanga-Bwana. Des malentendus qui n'étaient pas avec le ministre de pêche, là je dois le souligner, mais plutôt les malentendus qu'il y avait entre nous au sein de l'office. Le ministre, il se bat vraiment comme un bon père de famille pour pouvoir trouver des solutions pour que ONPA puisse avoir un bureau, puisse fonctionner comme il faut. À son tour, le DG Épicure Boïlokwa a abordé dans le même sens qui, selon lui, les rumeurs relayées à la presse sont fausses et explique que cela n'a rien à voir avec le ministre Jean-Pierre Tshimanga-Bwana. Avoir un malentendu avec l'autorité ne peut pas être possible, sinon on risque de ne pas accomplir correctement notre mission parce que c'est lui qui veille sur le fonctionnement de la structure. Le malentendu dissipé, l'heure est au travail pour assurer un bon accompagnement à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la mission assignée par les ministres pour assurer une bonne alimentation aux Congolais. 21 janvier 2018, 21 janvier 2025. Cela fait 7 ans depuis que Thérèse Kapangala a été tuée pendant une manifestation contre le changement de la Constitution. Dans un discours prononcé lors de la messe d'action de grâce à la paroisse Saint-François de Sales à Kinshasa, Ados Ndobasi a, au nom du sursaut national, plateforme des forces politiques et sociales de lutte contre la violation constitutionnelle, rendu hommage à son combat qui est entré dans l'histoire. Il y a 7 ans exactement, l'opposition congolaise militait pour le non-changement de la Constitution. Une marche à laquelle une jeune dame consacrée du nom de Thérèse Kapangala a perdu la vie. Elle devait certes vivre sa vie religieuse avec les ailes, amour et dévouement total, en suivant l'idéal du Christ, mais désastre et devant la mort par une balle. Aujourd'hui encore, au lieu du drame, la paroisse Saint-François de Sales de Kintambo, la même opposition, vient pour une messe d'action de grâce en sa mémoire. Martin Fayulu, Ados Ndombasi, les membres du mouvement patriotique dénommé Sursaut National sont tous venus saluer son sens du combat pour la patrie et en même temps rappeler à la majorité au pouvoir que ce combat contre le changement de la Constitution n'est pas subjectif. Ainsi sur la mémoire de nos martyrs comme Thérèse. Mais pour nous, au sursaut national, le meilleur hommage que nous pourrons rendre à la sœur Thérèse et aux autres, c'est avant tout de nous engager, de nous rassembler et de poursuivre avec fermeté le combat contre le changement de la Constitution. Kababa, Rochelle Kennedy, Hussein Ndala, Koulouma et tant d'autres ne sont pas morts pour rien. Leur sacrifice est un appel permanent à la vigilance et l'engagement pour des valeurs qu'ils ont défendues et qui font d'eux des martyrs de la démocratie.
Pour sa famille biologique qui s'est joint à la célébration, Thérèse Kapangala n'était pas seulement l'aînée d'une fratrie des 6 enfants ou une future religieuse, elle incarnait le courage, l'espoir et un profond attachement aux valeurs républicaines. Elle croyait fermement en la justice congolaise, la dignité humaine et le respect de la Constitution, des principes qui ne sont pas que des simples idées, mais plus le socle d'une nation forte et unie. Et dans la province du Tanganyika, le gouverneur Christian Kitungwa a lancé les travaux de réhabilitation et modernisation de la voirie, des travaux dans 9 axes routiers qui s'effectueront en moins de 24 mois. Ce projet vient redonner espoir à la population de Kalemi dans le Tanganyika et en même temps résoudre les problèmes cruciaux liés à la sécurité, au transport et à la fluidité des trafics. Il s'agit exactement des travaux de modernisation du réseau routier primaire et secondaire avec revêtement d'asphalte. Bien avant le lancement des travaux, plusieurs cérémonies protocolaires se sont tenues à la place du gouvernorat du Tanganyika, incluant les interventions de l'entreprise Kipelo Machine Multiservice, chargée de la réalisation des travaux pour une durée de 24 mois. 9 axes prioritaires avaient été retenus pour répondre aux besoins urgents de la ville de Kalemi, voire la province du Tanganyika, initiative saluée par le ministre provincial des infrastructures. Et pour le gouverneur Christian Kitungwa, il est temps d'insuffler l'élan du développement prôné par le président de la République. Ces travaux sont en phase avec la vision du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Ce projet de réhabilitation et d'asphalte de la voirie urbaine de Kalemi est entièrement financé par la province. Les députés provinciaux ont aussi salué ce projet vital lancé par le gouverneur de la ville. Sous le leadership du gouverneur, les travaux vont être lancés et nous pensons réellement que ça sera effectif. C'est pourquoi nous demandons à la population de soutenir ces grands projets ambitieux pour que réellement la voirie urbaine de Kalemi retrouve sa noblesse. Tout au long du chemin, la population n'a fait qu'ovationner cet esprit ambitieux d'un gouverneur dynamique. Les députés provinciaux du Kwilu, élus de Masimanimba, attaqués par le ministre Mazenga, ont obtenu gain de cause grâce aux preuves leur fournies par le professeur Makiashi Willy, président légal et légitime du regroupement AAC Palou, au nom duquel Mazenga a saisi la cour d'appel du Kwilu. Il a été débouté, ses requêtes ont été déclarées non fondées pour défaut de qualité par rapport au regroupement AAC Palou. Les détails dans cet élément de Grâce Salambo Chako Onkoni. Voici l'arrêt de la cour d'appel du Kwilu qui déclare irrécevable pour défaut de qualité la requête du regroupement AAC Palou représentée par le ministre Didier Mazenga Mukanzu. La cour d'appel du Kwilu ne reconnaît que le professeur Willy Makiashi en qualité de président du regroupement politique AAC Palou. L'arrêt de la Cour précise que le ministre Mazenga n'a pas qualité d'engager ce regroupement politique. Administratif d'appel, s'actuant contractuellement en matière de contentieux des résultats d'élections provinciales. L'émission est entendue, déclare irrécevable pour défaut de qualité la requête du groupe politique Action des Alliés de la Convention et parti démocrate unifié en sigle AAC-Palou. Les députés provinciaux Mouziazia Eric, Mabaya Jean Fubert et Kiyosa, élus de Masimanimba, ont obtenu gain de cause grâce aux preuves leur fournies par le professeur Willy Makiashi, président légal et légitime du regroupement politique AAC Palou. Ce que nous avons constaté et nous avons entendu, la Cour était en difficulté par rapport aux partis qui ont présenté les fausses pièces. À Bandundouville, des milliers de militants du regroupement politique AAC Palou ont exprimé leur joie. Dans le cadre du pèlerinage à la Terre Sainte de Nkamba, Sylvestre Makambo, voulais-je dire, président national de la plateforme politique et sociale Amour du prochain et de la patrie,
AAPC, en sigle, a été reçu le 20 janvier dernier par sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Une occasion pour lui de présenter ses vœux à sa divinité ainsi que ses projets sociaux, notamment le transport, l'agro-industriel et la santé. L'église kimbanguiste étant le paradigme dans le domaine social, les deux personnalités ont convergé à travailler en synergie dans les soucis de soutenir les efforts du gouvernement de la République et du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le digne fils du pays, Sylvestre Danknonsi Makambo, a salué les œuvres de l'église kimbanguiste comme modèle d'une religion vraie qui reflète l'identité africaine ainsi que la lutte pour la libération et l'indépendance intégrale du peuple congolais, à l'instar du héros national Patrice Emery Lumumba. La lutte de ce dernier, de par son jeune âge, est une inspiration profonde pour le président du regroupement APPC. Nous sommes venus rendre visite à son éminence afin de présenter d'abord nos vœux à toute la communauté, en particulier à son excellence, à son éminence, pour cette nouvelle année qui s'annonce. Et étant des fils du Congo, et commencer une nouvelle année sans nous rendre à la terre qui nous définit, c'est-à-dire la terre sainte de Kamba, qui est l'identité même de notre culture, de notre croyance et aussi de tout ce qui a rapport avec le culte africain et en particulier bantou et congolais. Alors c'était un devoir pour nous de passer aujourd'hui, rendre visite à son éminence et de présenter nos vœux et aussi toutes nos considérations. La cérémonie a été bouclée par la pose de la maquette de la construction du centre hospitalier à la Terre Sainte de Kamba pour honorer le combat constant de l'église kimbanguiste, celui de défendre la culture africaine et son rôle spirituel de protéger les enfants de Dieu. La députée Hermione Bolumbe, présidente de la sous-commission police de l'Assemblée nationale, a rendu visite à Moussoamba Renate, une patiente internée à l'hôpital général mère et enfant de Ngaba après une violente agression dans un poste de police. Après sa visite, l'élu de Moamba a promis de s'impliquer dans cette affaire pour que justice soit faite. Elle est toujours proche de sa base et défend avec véhémence l'intérêt des Quinoises et Quinois. Hermione Bolumbe a réconforté Renate Moussoamba, victime de la barbarie policière dans la commune d'Engaba. J'ai été informée de ça ce matin. J'ai tout arrêté pour Naya. Donc, bon courage. Merci. Selon les témoignages de la victime, tout a commencé par une dispute avec sa voisine au sujet des lots utilisés sans autorisation et d'un bassin abîmé. Ce qui va attirer l'attention des policiers d'un poste voisin et soudain, leur intervention va se transformer en un acte de violence. Molestée et dépouillée de ses biens, la victime a finalement été relâchée tard dans la nuit, grièvement blessée et en état de choc. Après ce témoignage émouvant, la députée nationale, Hermione Bolumbe, a exprimé sa profonde indignation face à cet abus de pouvoir. Quand je viens pour voir ce qui s'est passé au niveau d'un Souciat, j'ai des larmes aux yeux. J'ai vraiment des larmes aux yeux. Pour une dispute entre deux femmes, est-ce que vraiment on doit en arriver là? Trop, c'est trop. Nous sommes au 21e siècle. D'abord, la femme, on ne peut pas la toucher. Et en arriver jusqu'à ce niveau, je me pose des questions. Comme la présidente de la sous-commission police de la commission défense et sécurité, je ne ménagerai aucun effort pour que la plainte soit déposée. Déjà la bonne nouvelle, j'ai appris que l'un d'eux a été arrêté. On continue la poursuite pour que tous les groupes soient arrêtés. Et je peux vous garantir d'une chose, que je serai derrière ces dossiers. Justice doit être faite. L'élu de Moamba a assuré à Renate Moussoamba de son engagement et à tout mettre en œuvre pour que justice soit rendue. La Turquie observe un deuil national ce mercredi 22 janvier après un incendie qui a ravagé un hôtel de 12 étages dans la province de Bolu au nord-ouest du pays, faisant 76 morts et plus de 50 blessés dans l'hôtel Grand Kartal. Un incendie dévastateur s'est déclaré dans la nuit du mardi à ce mercredi 22 janvier dans un hôtel de luxe en Turquie, faisant au moins 70 morts et une cinquantaine de blessés. L'établissement, un immeuble de 12 étages, situé au sommet d'une falaise pour offrir une vue panoramique, comptait 238 clients au moment du drame. Selon Ali Yerlikaya,
ministre de l'Intérieur, le feu a éclaté aux alentours de 3 heures du matin et s'est rapidement propagé, ravageant les étages supérieurs et la toiture. Les autorités turques ont confirmé que 4 personnes, dont les directeurs de l'hôtel, ont été placées en garde à vue. Une enquête approfondie a été confiée à 6 procureurs, épaulés par un comité d'experts, a déclaré Yilmaz Tunç, ministre de la Justice, qui s'est rendu sur les lieux avec plusieurs membres du gouvernement. D'après les premiers éléments rapportés par les médias locaux, l'incendie aurait pris dans les étages supérieurs avant de se propager rapidement à cause du bardage extérieur en bois, un matériau inflammable. Les images capturées par drone montrent des flammes spectaculaires s'échappant de fenêtres et un toit totalement calciné. Les 428 pompiers mobilisés n'ont pu maîtriser l'incendie qu'au bout de plusieurs heures en raison de l'accès difficile au site. La colère monte parmi les survivants et les proches de victimes. Beaucoup dénoncent un manque de respect des normes de sécurité. Les autorités promettent des réponses. En attendant les conclusions de l'enquête, cet incendie tragique met en lumière les défaillances potentielles en matière de sécurité dans certains établissements touristiques de luxe où les soucis esthétiques semblent parfois primer sur les impératifs de sécurité. C'est un double appel à protéger les LGBT ainsi que les immigrants illégaux. Le serment de l'évêque épiscopalien de Washington a profondément déplu au nouveau président américain Donald Trump, qui qualifie l'ecclésiastique de radical de gauche et lui demande des excuses publiques. Le 47e président des États-Unis, qui a pris il y a 2 jours un décret remettant en cause le droit du sol, a sévèrement critiqué la messe dite par cet évêque. L'évêque épiscopalien de Washington a interpellé durant un sermon le nouveau président des États-Unis Donald Trump, une demande de miséricorde envers les personnes gays et transgenres. Au nom de notre Dieu, je vous demande de faire preuve de miséricorde pour les habitants de notre pays qui ont peur en ce moment. Il y a des enfants gays, lesbiens et transgenres dans des familles démocrates, républicaines et indépendantes. Et certains craignent pour leur vie. Et puis il y a ces gens qui récoltent nos moissons, qui nettoient nos immeubles de bureaux, qui travaillent dans les fermes avicoles et les usines de conditionnement de viande, qui font la vaisselle après le service dans les restaurants et qui travaillent de nuit dans les hôpitaux. Ils ne sont peut-être pas des citoyens, ils ne disposent pas de tous les documents appropriés, mais la grande majorité des immigrés ne sont pas des criminels. Le nouveau président des États-Unis, et qui a participé à cette messe juste après son investiture accompagné de sa famille, a qualifié de méchante l'évêque épiscopalien de Washington, lui réclamant des excuses. Donald Trump n'a pas hésité de réagir sévèrement, allant jusqu'à critiquer la messe. Vous avez aimé? Vous avez trouvé ça intéressant? Pas très intéressant, n'est-ce pas, hein? Je ne crois pas que c'était une belle cérémonie. Merci beaucoup. Il pourrait faire beaucoup mieux. Entré en fonction lundi après avoir prêté serment pour la 2e fois en tant que président des États-Unis, Donald Trump avait aussitôt pris des décrets visant l'immigration clandestine et niant l'existence des personnes transgenres. Plus de 18 États démocrates ont déjà porté plainte contre son décret remettant en cause le droit du sol. Une année 2025 qui réserve visiblement beaucoup de surprises. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a annoncé ce mercredi à Davos la création de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde, le couloir vert Kivu-Kinshasa, une réponse à la crise climatique qui pourra sauvegarder l'avenir du bassin du Congo. Les participants au Forum économique mondial ont salué cet engagement de la RDC. Le tribunal de grande instance de Bukavu, siégeant en audience foraine, a acquitté 10 ressortissants chinois qui comparaissaient pour 5 griefs, notamment la complicité d'exploitation illicite des substances minérales. Le verdict a été rendu tard dans la soirée de ce mardi 21 janvier 2025. Les États-Unis ne reconnaîtront que 2 genres, le masculin et le féminin. La position de Donald Trump est ferme dès les premières minutes de son retour à la Maison-Blanche pour mettre fin à toutes les déviances qui montaient en force dans les enseignements et pratiques en Amérique.
À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales, assujettis notamment au loyer échu, à l'impôt foncier exercice 2025 et à l'impôt sur les revenus locatifs ainsi que les bénéficiaires d'indemnités des logements habitant leur propre maison ou celle de leur conjointe exercice 2025, revenu 2024, de déclarer et payer les loyers échus des contrats de location en matière foncière au plus tard les 31 janvier 2025. L'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs au plus tard les 1er février 2025. À cet effet, ils sont tenus de retirer leurs déclarations auprès des directions et centres des recettes de la DGRK répartis dans les 24 communes ou déclarés en ligne dans l'application EDGRK au www.edgrk.com. Les paiements doivent s'effectuer dans les comptes receveurs auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa. Equity Bank, Equity BCDC, Solidaire Bank, EcoBank, Standard Bank, Sophie Bank, BOA, Afriland First Bank, BGFI Bank, UBA, TMB et Finca. Dépassés ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales en la matière. Notez bien, la note de perception pour les loyers échus est à retirer auprès de l'ordonnateur de la DGRK affecté aux affaires foncières. Communiqué signé Bitalo Mouko Bonkei, Edi, directeur général.